Bon, ok, ça fait un petit bout de temps que j'avais pas fait de JYT, mais j'ai une excuse. J'étais en période d'examen, et puis mes résultats scolaires étaient pas au top, ils le sont toujours pas spécialement d'ailleurs, mais j'ai enfin trouvé un espèce de rythme qui me permet de vous proposer des JYT, parce que là, pendant les quelques mois, enfin oui, quelques mois, oui, ça fait beaucoup de temps quand même que j'ai pas pu en faire. Voilà, j'avais vraiment un rythme qui me permettait pas d'avoir même pas une heure pour tourner les JYT, et c'est impossible. Je pouvais pas assurer ça pendant aussi longtemps, c'est impossible. Du coup, j'ai été obligé de faire une petite pause, mais vous inquiétez pas, je reprends le rythme progressivement. Il n'y aura peut-être pas toutes les semaines au début, mais déjà beaucoup plus souvent que pendant les 2 derniers mois. Et voilà, vous aurez un petit concentré de technologie, ne vous inquiétez pas. Alors pour me faire pardonner, je vous ai préparé une petite rétrospective du meilleur de la tech en 2017. Alors en janvier, on a eu le CES de Las Vegas qui a lieu en ce moment en 2018. Et honnêtement, j'en ai pas retenu grand chose, et puis même en me rebaladant sur internet, j'ai pas eu énormément de choses qu'on a vues à ce CES, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu grand chose d'important, si ce n'est l'enterrement de la 3D. Beaucoup de constructeurs de télé ont annoncé qu'ils ne supporteraient plus de télé 3D, et en fait, nous non plus, on la supportait pas. C'est à ce moment que Samsung a annoncé pourquoi est-ce que son Note 7 avait explosé après avoir mené une enquête qui a duré plusieurs mois. Alors pour rappel, le fiasco du Galaxy Note 7 c'était un super téléphone et on a découvert que sa batterie avait des problèmes et qu'elle pouvait s'enflammer. Il y a eu un premier appel, tous les Galaxy Note 7 ont été rappelés, ils ont été échangés et finalement la batterie des nouveaux Note 7 explosait également. Donc ils ont complètement arrêté la production, ils les ont arrêtés et ils ont remboursé toutes les personnes qui en avaient acheté un. On a maintenant des explications sur ce qui s'est passé. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Samsung n'a pas refait 2 fois la même erreur. Maintenant, on est vraiment sur un niveau de batterie extrêmement élevé, et bien plus même que la majorité de la concurrence. En février, Nokia, qui a été racheté par la marque chinoise HMD, annonce le retour du 3310, son téléphone emblématique, qui a fait toute l'image de la marque, car réputé incassable. Bon alors honnêtement, ils en ont pas fait un smartphone, c'est resté un téléphone très basique, et pourtant, comparé aux autres prix des téléphones de cette gamme-là, c'était carrément exorbitant. Ils ont surfé un peu sur le nom de 3310, mais il est toujours sympa, c'est peut-être même un objet de déco plus qu'un téléphone. C'est en mars, après beaucoup de rumeurs, que Nintendo a lancé la Nintendo Switch, la console nouvelle génération qui permet d'être transportée partout où vous allez. Nintendo reste dans sa recette gagnante des jeux familiaux auxquels on peut jouer à plusieurs, et vise un marché totalement différent des Xbox et PlayStation, et la Nintendo Switch est considérée comme la digne remplaçante de la Wii U, et elle a plutôt bien marché. Avril marque le lancement du Galaxy S8, promet d'une génération de smartphones sans bord, ou en tout cas très faible. C'est un énorme défi pour Samsung qui vient d'encaisser le fiasco du Galaxy Note 7, il faut qu'il séduise à nouveau sa communauté, et le pari est plutôt réussi. Le Galaxy S8 est plusieurs fois élu meilleur smartphone de l'année, de par son rapport qualité-prix et également ses fonctionnalités. Et c'est également à ce moment qu'on apprend qu'Android devient officiellement le premier OS du monde dépassant Windows. C'était inconcevable il y a quelques années pour un OS mobile de remplacer un OS fixe, en tout cas un OS comme Windows, et bien qu'Android ait de nombreux défauts, notamment la grosse segmentation des mises à jour, énormément de smartphones ne sont toujours pas sur la dernière version d'Android. Le problème qu'il y a moins d'1% qui est sur Android O, qui est sorti en fin d'année dernière. L'OS est libre et permet donc une énorme gamme de smartphones, c'est ce qui séduit la communauté, et c'est totalement opposé à la politique d'Apple. Je sais pas si vous vous souvenez de Windows RT, cette version de Windows allégée que personne n'a aimé, qui était une version de Windows 8, sans la possibilité d'installer des applications venant de nulle part. On devait à chaque fois utiliser le Windows Store pour télécharger des applications. C'était un fiasco total, personne n'en voulait, ce qui est un peu logique. Et en mai, Microsoft décide de présenter Windows 10S, Windows 10 mais en moins bien, avec également l'impossibilité d'installer des applications ne venant pas du Windows Store. Et comme son prédécesseur, ça a été un sacré fiasco, puisque honnêtement, personne n'avait vraiment envie de devoir dépendre de Microsoft du très faible nombre d'applications du store pour pouvoir utiliser son ordinateur. Le mois de mai a également été marqué par une des plus grosses attaques informatiques jamais connues, WannaCry. C'est un virus appelé ransomware qui va verrouiller l'accès à votre PC, vous empêcher donc de récupérer vos données, et vous demander de payer une rançon en bitcoin afin de pouvoir récupérer le contenu de votre ordinateur, que ce soit vos photos de famille ou même vos documents importants. Vous n'avez plus accès à rien, vous étiez obligé de payer ou alors les données étaient détruites. WannaCry s'est propagé à une vitesse folle et certains développeurs l'ont modifié afin qu'ils puissent utiliser des failles de Windows, et énormément de monde a été contaminé malgré la présence d'antivirus. Alors aujourd'hui ce ransomware est beaucoup moins présent, notamment parce que énormément de patchs de sécurité ont été proposés, mais quand même les risques sont là, alors faites très attention où est-ce que vous téléchargez vos fichiers. Il y a de fortes chances que vous utilisiez Skype, la messagerie de Microsoft, et en juin Microsoft a annoncé une nouvelle version de cette messagerie pour Windows 10,
avec une interface plus travaillée. Le problème c'est que de nombreuses fonctionnalités de l'ancienne version n'étaient pas disponibles, et d'ailleurs ne sont toujours pas disponibles. Et en plus l'arrivée de Discord a entraîné une énorme chute des nombres d'utilisateurs de Skype, puisque très honnêtement Discord est largement supérieur, d'autant plus que maintenant ils ont ajouté le chat vidéo, donc Discord n'a plus rien à envier à Skype, et en plus il consomme beaucoup moins de ressources système et est plus élégant. Enfin bref, Microsoft va devoir vraiment retravailler Skype, parce que pour le moment on n'y est pas. En juin, Microsoft annonce également l'arrivée de la Xbox One X, la console nouvelle génération, enfin nouvelle génération, pas vraiment, puisque elle vient ajouter une gamme différente de la Xbox One S actuellement présente. Il s'agit d'une console beaucoup plus puissante, pouvant faire tourner nativement des jeux en 4K, et même en 60 FPS. La Xbox One X permet enfin aux consoles de rivaliser avec des PC, mais son prix beaucoup trop élevé empêche certains utilisateurs d'y accéder. J'aimerais maintenant une minute de silence pour T411, jeune site francophone parti trop tôt. C'est en juin que la justice fait fermer T411, le site de partage de torrents francophone. On y trouvait des films, des séries, de la musique, mais aussi énormément de logiciels pour PC, mais en essayant de fermer un site de partage de fichiers, on en fait réouvrir un autre, et c'est ainsi que YGG Torrent est né. Alors c'est un nom très bizarre, mais c'est donc le remplaçant de T411, formé par certains membres de la communauté et anciens administrateurs de T411. La bibliothèque est doucement en train de se reconstruire, certains torrents présents sur T411 sont remis sur YGG Torrent, et de nombreux membres sont allés rejoindre la communauté de ce nouveau site. C'est un jeu qui dure depuis plusieurs années entre les sites de téléchargement illégaux et la justice. À chaque fois que la justice en fait fermer un autre ouvre, et pour l'instant aucune solution n'a vraiment été trouvée par l'État. On rappellera quand même le très mauvais bilan d'Adopi qui a pas mis beaucoup de contraventions, et très peu de lettres ont été envoyées, malgré le nombre gigantesque d'utilisateurs qui avouent télécharger des fichiers illégalement régulièrement. Après WannaCry le mois dernier, c'est au tour de Petya de menacer l'univers de l'informatique. Mais plus particulièrement celui des entreprises, puisque Petya s'attaque exclusivement aux entreprises, malgré qu'il s'installe sur à peu près tous les ordinateurs, il fait en sorte de vérifier sur quel réseau il se trouve, et s'il se trouve sur un réseau d'entreprise, il est utilisé pour récupérer les données. Alors on ne sait pas vraiment qui est derrière tout ça, si c'était des données qu'il voulait ou récupérer des comptes bancaires. Il pourrait s'agir d'une technique d'espionnage industriel massive, mais on n'est pas encore trop sûr d'où ça vient. En tout cas, ça a montré une faille majeure dans l'informatique d'entreprise. Très souvent, les ordinateurs ne sont pas à jour, les réseaux sont vieux, ils étaient jusqu'à présent sur Windows XP. Avec l'arrivée de cette faille, ils sont passés sur Windows 7, voire pour les plus en avance Windows 10. Mais c'est toujours pas assez, les mises à jour ne sont pas faites suffisamment régulièrement, et de nombreuses entreprises ont donc été touchées. En juillet, Windows Phone a subi le même sort que les dodos. Vous savez, ces petits oiseaux tout mignons qui ne servaient pas à grand chose, et qui se sont éteints il y a quelques années, dans quelques centaines, voire milliers d'années, je ne sais plus trop, ouais ça fait un petit bout de temps quand même. Et bien Windows Phone c'était à peu près pareil, c'était tout mignon mais il servait à rien, personne ne l'utilisait. Microsoft a donc annoncé qu'ils arrêtaient définitivement tous les développements pour Windows Phone, ils se concentraient sur Windows 10 mobile, mais en fait ils vont finir par l'arrêter aussi. Microsoft a compris qu'ils s'étaient complètement plantés sur l'univers du mobile, et ils se concentrent maintenant à d'autres projets, notamment l'univers de la réalité augmentée. Adobe a annoncé la mort programmée de Flash pour 2020. Vous savez, ce logiciel extrêmement chiant qui vous demande toutes les 10 minutes de se mettre à jour. C'était une faille de sécurité gigantesque, il avait des performances catastrophiques, il était très vite remplacé par le HTML5. En tout cas, ceci dit, il aura bien servi au début des années 2000, puisque à l'époque, il fallait utiliser des logiciels spécialisés pour voir des vidéos, et Flash a permis de généraliser la vision de vidéos en ligne, notamment sur YouTube, qui utilisait Flash pendant très longtemps. Et malgré toutes les critiques, on n'a pas arrêté de lui faire, ce logiciel a quand même vachement avancé Internet. Alors on est tous au revoir à Adobe Flash, parti pour un monde meilleur. Et c'est également en juillet que le Bitcoin explose tous les records, explose pas comme le Galaxy Note 7. Bon ok, cette blague est interdite et depuis l'année dernière on n'a plus le droit de la faire, mais c'était vraiment beaucoup trop d'un temps. Alors qu'il dépassait à peine les 1000 $ en janvier, le Bitcoin dépasse déjà les 3000 $ en juillet 2017, c'est une sacrée augmentation, mais ça ne fait que commencer, puisque entre novembre et décembre 2017, le Bitcoin dépasse les 20 000 $. Alors entre temps, énormément de personnes en ont parlé, et donc on considère que c'est à partir de juillet, enfin en tout cas de l'été 2017, que la crypto-monnaie ont vraiment fait leur apparition auprès du grand public. Les gens ne savaient même pas ce que c'était, sauf qu'énormément de médias en ont parlé, ce qui fait que les gens en ont acheté, et la courbe a de plus en plus augmenté. En août, Google Home arrive officiellement en France. Alors c'est enfin un produit Google qui était à la base réservé à l'étranger qui arrive en France, parce que très souvent les produits Google, notamment les Google Pixel, leur smartphone, arrivent en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, mais jamais en France. Alors je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'on n'est pas un marché attractif pour eux, mais voilà, je suis vraiment heureux que Google Home ait quand même fait son arrivée, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et qui permet d'imaginer une domotique beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, contrairement au système d'Apple qui sont en général beaucoup plus fermés.
Le mois d'août nous a également réservé deux petites blagues. Le premier, c'est un rapport de Microsoft qui fait "Eh oh, Bing, il existe!" Et oui, puisque je pense que pas beaucoup de monde parmi vous utilise Bing, en général on utilise Google quand même. En tout cas, personnellement, je préfère Google, c'est bien plus efficace, d'autant plus que j'utilise Google Chrome et ça permet de synchroniser tout avec mes différents appareils. Mais il semblerait que quand même pas mal de monde utilise Bing, alors je pense honnêtement que la plupart des personnes qui utilisent Bing, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et qui utilisent Internet Explorer sur leur ordinateur. Je ne juge pas. Mais c'est un fait, il y a quand même 10% des Français qui utilisent Bing. C'était impressionnant. Alors à la base, ce rapport était fait pour les annonceurs, mais finalement le compte Twitter de Bing s'en est un peu vanté sur les réseaux sociaux et ça a occasionné pas mal de railleries. C'était assez drôle quand même de voir à quel point Microsoft s'accrochait à son produit alors qu'en fait, pas grand monde n'y porte intérêt. La deuxième petite blague, c'est Tinder qui annonce le lancement de Tinder Gold, un moyen de se faire plus d'argent et au final de toujours pas trouver l'amour. Oui, parce que franchement, le concept de base était pas trop mal, mais là quand même, ça va chercher loin. Paradoxalement, c'est en septembre que PUBG bat tous les records, alors que c'est quand même la période de la rentrée, je sais pas trop ce que vous faites vous, hein. Oui, non, je rigole, il y en a quand même beaucoup qui ont arrêté l'école, qui ne sont plus à l'école depuis quelques années quand même, et qui jouent à PUBG, mais reste que ça m'a quand même étonné, puisque quand tout le monde a commencé à y jouer, je commençais à crouler sous les devoirs. Le jeu a enregistré un pic de joueurs simultanés à plus de 1,3 million, ce qui est quand même énorme, et donc il détrône Dota 2, qui était jusqu'à présent numéro 1 du catalogue Steam. Les autorités américaines ont demandé à tous les bâtiments publics de désinstaller Kaspersky de leur système. En effet, ils jugeraient que le logiciel comporte un espion et permettrait au gouvernement russe d'espionner les Américains. Alors c'est quand même assez farfelu comme théorie, et Kaspersky s'est donc plaint publiquement de l'action des États-Unis, critiquant le fait que juste parce que Kaspersky est une entreprise russe, ils opéraient une sorte de discrimination. Alors, est-ce qu'il y a des preuves avérées ou pas? En tout cas, le public n'en a pas été mis au courant. J'imagine quand même que si Kaspersky faisait remonter les informations à l'État russe, on aurait été au courant depuis quelques années, étant donné que ça reste un des logiciels les plus utilisés au monde. En octobre, on a découvert une nouvelle faille dans le Wi-Fi, donc le protocole qui permet de sécuriser les Wi-Fi WPA2. Alors, des mises à jour ont très vite été proposées, j'espère que vous les avez faites en tout cas, parce que c'était quand même une sacrée faille, qui permettait donc d'espionner à peu près toutes les données qui étaient envoyées entre de deux appareils s'ils utilisaient le Wi-Fi. La grosse news du mois de novembre, c'est le lancement de l'iPhone 10 par Apple. Alors, il marque vraiment l'arrivée d'une nouvelle génération d'iPhone, un peu plus sophistiqué, beaucoup plus cher, mais Apple se remet enfin au niveau de la concurrence, et notamment de Samsung avec ses téléphones sans bord. D'ailleurs, petit bonus, l'écran de l'iPhone 10 est fabriqué par Samsung, ce qui est quand même assez paradoxal, étant donné qu'Apple a longuement critiqué les écrans OLED jusqu'à présent. Donc c'est le premier téléphone avec un écran OLED de chez Apple, et alors les critiques le trouvent plutôt réussi, et effectivement pour l'avoir eu en main c'est un très bon téléphone, seulement je ne suis pas sûr que son prix soit justifié, étant donné qu'un Galaxy Note 8 par exemple apporte beaucoup plus de fonctionnalités. Enfin tous ceux qui préfèrent l'écosystème Apple, et ce que je peux comprendre à iOS, parce que franchement c'est que ça reste quand même un peu plus ergonomique qu'Android, en tout cas pour le moment, et Android est en constante évolution, iOS un peu moins. Mais pour le moment, iOS reste plus ergonomique qu'Android, et bien c'est une bonne alternative puisque jusqu'à présent les iPhones étaient quand même assez dépassés. En novembre, c'était le lancement de Shadow, le PC dans le cloud. Alors si vous savez pas trop ce que c'est, je vous conseille d'aller voir pas mal de vidéos sur YouTube qui existent, notamment celle de Notech, que je mettrai le petit i. Je sais jamais de quel côté il apparaît parce que sur l'écran du retour vidéo, c'est inversé l'image par rapport à ce que vous voyez sur YouTube, mais bon, j'ai le petit i qui est quelque part. Le Shadow, donc c'est un PC dans le cloud, qui permet d'accéder à ces jeux et même à ces applications, parce que c'est vraiment un PC Windows tel que vous aurez chez vous, partout, tant que vous avez une connexion internet suffisante. Donc c'est vraiment une configuration très puissante, contrairement à certains autres services de PC en ligne. Et alors malgré les quelques difficultés que le produit a rencontrées avec les anciennes versions, pendant notamment une période de bêta testing avec des early birds, le produit a vachement évolué, on est sur quelque chose de plutôt stable maintenant, même très stable. On arrive même à l'utiliser avec des connexions très moyennes, et donc franchement le rapport qualité-prix est assez extraordinaire. En toute transparence, j'ai passé quelques semaines là-bas pour mon stage en seconde, mais ça a vraiment aucun rapport, aucune influence sur mon avis. Si j'ai choisi justement de faire mon stage là-bas, c'est vraiment parce que je trouvais le concept intéressant. Donc voilà, si vous voulez un PC gaming mais que vous savez pas trop comment en fabriquer un, ou alors que vous n'avez pas du tout le budget pour avoir un gros PC et que vous préférez donc progressivement investir dedans, parce que 30€ par mois c'est beaucoup plus accessible que de lâcher 1400 boules directement comme ça, je vous conseille vraiment
de considérer Shadow à partir du moment où vous avez une connexion internet stable, parce que si vous habitez à la campagne, pour l'avoir essayé, hein, c'est un peu compliqué. Quand on a un débit qui est en général inférieur à 5 mégas, ça devient vraiment injouable. Donc voilà, à partir du moment où vous avez un débit à peu près correct, et j'imagine que la majorité des gens maintenant ont un débit à peu près correct, vous pourrez profiter pleinement d'une expérience de jeu assez bluffante pour 30€ par mois, ce qui est quand même génial. Twitter a décidé de passer à 280 caractères au lieu de 140. Si vous êtes bon en maths, vous voyez que ça fait le double. Je sais pas si c'est très utile, d'autant plus que ça donne l'occasion à Donald Trump de raconter encore plus de conneries. Ah si, en fait, je sais exactement à quoi ça a servi. Ça a permis aux gens de taper sur Electronic Arts, puisqu'avec la sortie de Battlefront, Star Wars Battlefront 2, qui mettait en avant de nombreux achats à l'intérieur du jeu, afin d'avancer plus vite, voire même des fois qui empêchaient d'accéder à certaines missions sans un achat obligatoire, ça a fait couler beaucoup d'encre et surtout beaucoup de tweets. Finalement, l'éditeur a fait marche arrière en enlevant un petit peu le côté pay to win du jeu. Ils ont rééquilibré à peu près toutes les charges et ont permis aux joueurs d'accéder à toutes les fonctions qu'on aurait eu normalement en payant, en jouant beaucoup, mais elles sont quand même accessibles aux gens les plus assidus. Et enfin décembre, ça a été le mois quand même de deux gros scandales. Le premier, c'est la fin de la neutralité du net aux États-Unis. Donc la FCC, donc ceux qui régulent Internet, les lois d'Internet aux États-Unis, alors ça c'est mal expliqué comme ça, mais bon, en gros c'est ça, ont décidé que finalement, il était possible pour les opérateurs d'ajuster les débits dédiés au site Internet à leur bon vouloir. Donc par exemple, s'ils veulent proposer plus de débit pour YouTube, ils peuvent, et brider les accès aux autres services. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si jamais les opérateurs le veulent, ils peuvent faire payer un supplément par exemple pour pouvoir accéder à YouTube, alors que YouTube est censé être gratuit. Votre opérateur, en tout cas pas vous, parce qu'en France et en Europe, la neutralité du net est quand même une loi qui est assez importante. Aux États-Unis, ça permettrait ça. Alors les opérateurs assurent qu'ils l'utiliseront seulement afin de pouvoir ajuster leurs services en fonction de l'utilisation. Par exemple, si Netflix est extrêmement demandé, ça permet donc de booster l'accès à Netflix et donc de réduire l'accès aux autres sites sans vraiment impacter l'utilisateur. Si ça en reste là, très bien. Le problème, c'est que ça voudrait dire que concrètement les opérateurs pourraient faire payer un supplément pour pouvoir accéder à tel service ou tel service sans être bridé. Alors il y a énormément d'éditeurs de sites internet qui se sont alliés face à ça, notamment la fondation Mozilla qui fait Mozilla Firefox, voire même énormément d'autres sites. Ils mettaient un petit bandeau pour signer une pétition pour la neutralité du net, et malgré les millions d'appels de tous les citoyens américains et même du monde entier, parce qu'on est beaucoup à être venus en renfort, la FCC a quand même voté la fin de la neutralité du net. À voir ce que ça donne. On espère que ce sera vraiment pas catastrophique parce que ça pourrait l'être. Et le deuxième scandale, c'est Apple qui a lancé ralentir les anciens modèles d'iPhone. Alors ils ont apporté pas mal d'informations, ils ont expliqué donc que c'était pour éviter que les anciens modèles soient inutilisables, puisque c'est connu, les batteries perdent en capacité en vieillissant. C'est normal, bon. Et le problème c'est que en vieillissant du coup, elles permettent non seulement de garder moins d'énergie, et surtout, elles supportent de moins en moins bien les pics d'intensité que peuvent demander parfois les téléphones, notamment lorsque vous allez faire par exemple du gaming ou des jeux intenses sur votre téléphone. Ça va nécessiter pas mal d'énergie, et donc afin d'éviter ça, afin d'éviter que les téléphones plantent à ce moment-là, voire s'éteignent totalement, ça arrive même des fois, même sur des iPhones, des fois quand votre téléphone s'éteint d'un coup, alors que vous étiez en train de l'utiliser et qu'il vous restait pourtant environ 20%, 30% de batterie, c'est souvent lié à ça, c'est qu'en fait la batterie ne tient plus les gros pics d'énergie. Donc Apple ralentissait les processeurs de ces appareils afin que les téléphones ne s'éteignent pas d'un coup et qu'on puisse continuer de les utiliser. Alors le problème, c'est qu'en fait Apple ne prévenait personne, et c'est là que ça a posé problème. Une plainte a même été déposée, notamment en France, contre Apple pour obsolescence programmée. Donc ils ne prévenaient personne, ce qui fait que les gens voyaient que leur téléphone ralentissait, et donc ils considéraient acheter un nouvel appareil. En fait, c'était la batterie qui était remise en cause, et il s'avère que simplement un changement de batterie aurait permis de récupérer les capacités de son téléphone. Alors du coup, afin d'éviter que le scandale ne s'intensifie encore plus, Apple a pris une mesure assez radicale. Ils ont décidé donc que les changements de batterie en Apple Store, qui coûtaient jusqu'à présent 89€, ne coûteront plus que 29€. C'est quand même sacrée réduction.
Il aura fallu que tout le monde pète un câble afin qu'ils le fassent, c'est quand même ça le problème. Mais ceci dit, là ça leur demande vraiment un sacré effort puisqu'ils le font à prix coûtant. Parce qu'une batterie, même si on veut la changer soi-même, une batterie d'iPhone, ça coûte environ 25 €. Donc on imagine qu'Apple, ça leur coûterait une vingtaine d'euros. Donc au final, ils perdent presque de l'argent en prenant en compte la main d'œuvre qui doit remplacer donc, les batteries, en faisant ça. Donc c'est vraiment un service qu'ils font pour les utilisateurs. Ils ont pas trop mal réagi alors que d'habitude c'était plutôt du genre à dire ah non c'est pas nous. Donc c'est quand même une avancée, ils ont pas si mal réagi, reste que ils auraient pu faire ça avant. Et on finit sur un petit bonus puisque c'est la dernière news de l'année. Magic Leap, la startup un peu mystérieuse dont vous avez peut-être jamais entendu parler, a enfin donné pas mal de détails sur ce qu'elle comptait faire. Alors Magic Leap, si vous connaissez pas, c'est une startup qui a levé plusieurs millions d'euros à plusieurs reprises. Par exemple, Google a à un moment investi 500 millions d'euros dans l'entreprise comme ça. Et le truc c'est qu'on savait absolument pas ce qu'ils faisaient. On a eu on savait qu'ils travaillaient dans la réalité augmentée, mais on savait pas qu'est-ce qu'ils faisaient concrètement. On avait quelques trailers qui montraient des trucs assez surréalistes, et on imaginait fortement que c'était des effets spéciaux et non pas vraiment ce qu'on verrait avec leur appareil. Et il s'avère donc que à la fin de l'année, ils ont enfin montré les premières images de ce à quoi pourrait ressembler le kit complet donc, de Magic Leap, qui permet de faire de la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, c'est vraiment pas à confondre avec la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, on est vraiment fermé dans un monde. La réalité augmentée, on voit le monde qui nous entoure, c'est juste qu'il y a des informations qui sont rajoutées par-dessus. Et donc Magic Leap permettrait d'avoir le monde actuel avec un champ de vision total, avec des lunettes. Et en fait, les lunettes elles sont connectées à une petite unité qui est posée actuellement au niveau de la ceinture. C'est amené à évoluer bien sûr. Et donc ça permettrait d'afficher des informations par-dessus les objets qu'on a, avec un suivi de la position, ce qui fait que par exemple il détecterait qu'il y a une table à un endroit, et on pourrait poser sur cette table un objet, et il resterait sur la table. Un peu comme le faisait l'HoloLens, sauf que l'HoloLens en fait il avait pas mal de problèmes, notamment au niveau de l'écran. Il y avait un très petit champ de vision devant, et tout autour, aucun hologramme n'apparaissait, c'était assez perturbant, et en plus donc ça faisait mal aux yeux. Magic Leap annonce avoir une technologie totalement différente, alors j'ai plus le nom exact de comment ça s'appelle, mais en gros l'idée c'est que ça crée des signaux lumineux comme le ferait un objet en fait. C'est assez compliqué, je rentrerai pas trop dans les détails et je vous invite à voir pas mal d'articles qui circulent sur internet si ça vous intéresse, mais concrètement ça permettrait d'afficher des images directement collées à l'œil, déjà sur un écran transparent, parce que forcément il faut qu'on puisse voir à travers, et sans endommager l'œil. Donc si le pari est tenu, franchement chapeau. Le truc c'est qu'on a toujours pas en finale beaucoup d'informations par rapport à ça, d'autant plus que la seule photo qu'ils ont publiée, ça ressemble fortement à un rendu Photoshop, on voit que l'objet n'existe pas vraiment, la personne qui le porte, qui porte les lunettes, elle les a pas vraiment sur soi, ça se voit, c'est un rendu. Donc au final on n'est pas spécialement plus avancé que ça, même si c'est quand même rassurant de voir qu'ils ont pas rien foutu pendant toutes ces années de levée de fonds. C'est plusieurs millions d'euros quand même, plusieurs centaines de millions d'euros même. Ça commençait à faire beaucoup alors qu'on n'avait aucun prototype. Et donc voilà, pour résumer, ils ont annoncé que courant 2018, on pourrait enfin essayer Magic Leap, et j'ai franchement hâte, parce que ça a l'air bluffant. Voilà, c'est tout pour ce JYT spécial 2017, donc on se retrouvera pour pas mal de JYT en 2018, je recommencerai à suivre à peu près l'actualité de ce qui se passe en 2018. Je vous garantis pas un rythme fixe, comme je vous l'avais garanti au final sans vraiment tenir mes promesses la dernière fois. Par contre, je vais essayer de m'amuser un peu et de vous proposer pas mal de hors-série lorsque je me déplace et que je vais à des conférences ou à des choses qui tournent autour de la tech. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime beaucoup le faire. J'ai juste énormément de difficultés à trouver le temps. C'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure, il faut que j'arrive à trouver le rythme. Mais voilà, sachez qu'un JYT, ça prend énormément de temps non seulement à tourner, j'en ai pour au moins 1 heure, 2 heures de tournage. Ensuite il faut en amont que je fasse le script de la vidéo, que j'écrive les différentes choses que je vais dire, que je fasse les recherches de ce que je vais dire aussi, parce que je rassemble pas ça comme ça en mode n'importe quoi, je vérifie que ce que je dis c'est pas de la merde. Ça prend beaucoup de temps, et surtout le pire c'est le montage, j'en ai pour peut-être 2-3 heures de montage quand je fais quelque chose assez rapide comme le premier, et le deuxième il m'a pris encore plus de temps. Nous sommes actuellement samedi, j'ai tourné cette vidéo mercredi, j'ai commencé à tourner la vidéo mercredi. Donc voilà, je l'avais dit dans la vidéo que je prenais approximativement 3 heures pour faire le montage d'une vidéo rapide, et en fait c'est ce que m'avait pris à faire le premier JYT, où j'avais pas vraiment trop fait un montage très compliqué. Et là en fait, je suis en train de faire le montage du coup
de l'épisode que vous êtes en train de voir, et ça doit faire presque 9 heures que je suis dessus. Voilà, alors non seulement j'ai essayé d'un peu d'améliorer quand je mets une vidéo qui n'est pas de moi pour qu'on distingue bien quand je prends une vidéo qui vient d'une autre source, avec le petit cadre pour qu'on voit qu'en fait que c'est pas une vidéo que j'ai faite, pour bien séparer les deux, ça me paraissait important. Ça a pris du temps, avant que je trouve un truc à mettre. Et en plus, l'épisode fait 20 minutes, donc il faut que je revérifie en 20 minutes que tout aille bien et que je fasse plusieurs fois à chaque fois que je fais une modification pour être sûr qu'il n'y a pas l'endroit où ça fait sauter le son. Enfin, c'est un boulot monstre. Genre, voilà. Alors, les autres JYT, quand ils seront plus petits, ça irait mieux. Mais là, franchement, c'était. Donc voilà, soyez indulgents. J'essaye de vous proposer un peu plus de contenu que j'en ai proposé jusque-là. C'est vraiment mon objectif, d'autant plus que ça me plaît vraiment. En tout cas, si vous voulez plus de tech, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce en l'air parce que franchement ça motive, et d'autant plus que pour un début de chaîne où c'est quand même assez compliqué de s'accrocher, c'est toujours motivant de voir que les gens sont intéressés par ce qu'on fait, et j'espère que ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire s'il y a quelque chose que vous pensez que j'ai dit qui n'est pas vrai, ou alors même un conseil à me donner. Je suis totalement ouvert à ça et ça me ferait très plaisir de voir que vous participez activement à la communauté. Voilà, allez sur ce, je vous laisse, et je vous dis au prochain JYT, je ne sais pas quand, mais j'espère le plus vite possible.